le matin où mon mari, de 42 ans, est décédé. Je me souviens d'avoir fixé sa chaise vide, à la table de la cuisine, en me demandant comment j'allais survivre. C'était il y a 18 mois. La conseillère en deuil a dit que cela deviendrait plus facile. Mais elle n'a jamais mentionné comment le silence deviendrait mon compagnon constant. Je m'appelle Margaret Chen et à 63 ans, je me suis retrouvé à recommencer d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Richard s'occupait de tout. Les finances, l'entretien de la maison, même les courses dans ces dernières années, où ma hanche rendait la marche difficile. Quand il est parti, j'ai découvert que nous n'avions presque rien. Les factures médicales avaient dévoré nos économies. L'assurance vie couvrait à peine les funérailles. Notre fille vivait à Seattle et appelait une fois par mois si j'avais de la chance. Notre fils avait sa propre famille au Texas et ses propres problèmes. Alors, j'ai fait ce que toute veuve désespérée ferait. J'ai vendu la maison dans laquelle nous avions vécu pendant 30 ans, j'ai remboursé ce que je pouvais et j'ai emménagé dans un minuscule appartement d'une chambre à la périphérie de Minneapolis. Ensuite, j'ai trouvé un emploi. À 63 ans, avec une mauvaise hanche et des compétences dépassées, mes options étaient limitées. Mais le Good Shepherd Senior Center avait besoin d'une réceptionniste à temps partiel et ils étaient en prêt à embaucher quelqu'un de mon âge. Le salaire était modeste, 12 $ de l'heure pour 25 heures par semaine, mais c'était quelque chose. Cela me donnait une raison de m'habiller le matin. Chaque jour, je prenais le bus de mon appartement au centre pour seniors. Le trajet passait par le centre-ville et je descendais toujours 2 arrêts plus tôt pour pouvoir marcher le dernier bout. Le docteur disait que marcher était bon pour ma hanche et honnêtement, j'avais besoin d'air frais. C'est comme ça que je l'ai remarqué pour la première fois. Il était assis sur le même banc devant la bibliothèque publique tous les matins. Un vieil homme noir aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants. Il portait la même veste verte délavée, quel que soit le temps. Et il avait toujours un petit gobelet en papier devant lui. Il ne demandait jamais d'argent à personne. Il n'interpellait jamais les passants. Il restait juste là assis, calme et digne, regardant le monde passer. Quelque chose en lui me rappelait mon père. Peut-être était-ce la façon dont il se tenait droit malgré ses circonstances. Peut-être était-ce la manière douce dont il hochait la tête aux gens qui passaient, même ceux qui faisaient semblant de ne pas le voir. La première fois que je me suis arrêté, je ne savais pas quoi dire. J'ai juste déposé un billet de 5 $ dans son gobelet et marmonné quelque chose à propos de passer une bonne journée. Il a levé les yeux vers moi avec ses yeux bruns chaleureux et a dit « Que Dieu vous bénisse, madame. Vous avez un cœur généreux. » Je me suis éloigné avec des larmes aux yeux. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Après cela, c'est devenu notre routine. Chaque matin, je m'arrêtais à son banc. Je déposais l'argent liquide que j'avais, parfois 5 $, parfois juste la monnaie de ma poche. Nous avons commencé à parler. J'ai appris que son nom était Samuel. Samuel Washington. Il avait 74 ans. Il avait été professeur d'histoire au lycée pendant 35 ans avant de prendre sa retraite. Sa femme était décédée il y a 6 ans. Sa pension avait été perdue dans une sorte de système de fraude. Son appartement avait été vendu sous ses pieds quand l'immeuble avait été converti en condo. Maintenant, il dormait au refuge quand il y avait de la place, dans la rue quand il n'y en avait pas. Son histoire m'a brisé le cœur. Un homme qui avait passé sa vie à enseigner aux enfants, à façonner de jeunes esprits, maintenant assis sur un banc avec un gobelet en papier. L'injustice de tout cela me mettait en colère d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Vous devriez vivre quelque part au chaud », lui ai-je dit un matin de novembre quand la température était descendue en dessous de 0. « Vous devriez avoir un toit au-dessus de votre tête. » Samuel a juste souri.
Le Seigneur pourvoit, Madame Margaret. Il vous a envoyé à moi, n'est-ce pas? Je n'avais pas l'impression d'être une grande providence. Quelques dollars par-ci par-là, un peu de conversation pour briser ces journées solitaires. Mais Samuel semblait toujours reconnaissant, avait toujours un mot gentil, demandait toujours des nouvelles de ma vie, au centre pour seniors, de mes enfants, de comment je faisais face à ma propre perte. À bien des égards, il est devenu mon ami, peut-être mon seul véritable ami dans cette nouvelle vie. Cela a continué pendant presque 1 an. Les saisons ont changé. L'été s'est transformé en automne, l'automne en hiver, l'hiver en un printemps froid et réticent. J'ai eu une petite augmentation au centre pour seniors. Ma fille a appelé pour dire qu'elle était enceinte de son premier enfant. Mon fils a envoyé une carte pour mon 64e anniversaire. La vie avançait de sa manière lente et régulière. Puis est venu ce mardi matin de fin mars. Je suis descendu du bus à mon arrêt habituel, j'ai traversé la rue et me suis dirigé vers la bibliothèque. Samuel était à sa place, mais quelque chose était différent. Il était debout au lieu d'être assis, et ses yeux scrutaient la rue avec une urgence que je n'avais jamais vue auparavant. Quand il m'a aperçu, il s'est précipité vers l'avant, attrapant mon bras avec une force surprenante. « Madame Margaret, » dit-il, sa voix basse et urgente. « J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Samuel, qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous blessé? » « Non, non, ce n'est pas à propos de moi. » Il m'a tiré plus près du mur de la bibliothèque, loin du flot de piétons. « C'est à propos de vous. Quelque chose ne va pas à votre travail. Quelque chose de dangereux. Je l'ai fixé. » « De quoi parlez-vous? Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais vous devez être très prudente. Surveillez la nouvelle comptable, la jeune aux cheveux roux. Surveillez ce qu'elle fait avec les registres de dons. » Et Madame Margaret, il a fait une pause, son emprise se resserrant sur mon bras. « N'allez pas chez vous ce soir. Dormez ailleurs. Un hôtel, chez un ami, n'importe où sauf votre appartement. Samuel, vous me faites peur. Comment savez-vous pour mon travail? Comment savez-vous pour la comptable? Je sais des choses, dit-il simplement. J'ai observé, écouté. Les gens parlent autour d'un sans-abri comme s'il était invisible. Ils désignent des choses de qu'ils ne devraient sans pas dire. Et ce que j'ai entendu, il a secoué la tête. S'il vous plaît, faites-moi juste confiance. Revenez demain matin et je vous montrerai tout. Mais n'allez pas chez vous ce soir. Promettez-le-moi. » Ses yeux suppliaient, et sous l'urgence, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la peur. Une vraie peur. Je promets, je me suis entendu dire. Samuel a lâché mon bras et a reculé. Bien, bien. Maintenant, allez au travail. Agissez normalement. Ne posez pas de questions. Ne regardez pas les registres. Faites juste votre travail et partez. Je vous expliquerai tout demain. Il est retourné vers son banc en traînant des pieds et s'est assis, reprenant sa position habituelle comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là pendant un long moment, mon cœur battant la chamade, essayant de donner un sens à ce qui venait de se produire. La marche vers le centre pour seniors m'a semblé plus longue que d'habitude. Mon esprit tournait avec des questions. Comment Samuel connaissait-il mon travail? Qu'avait-il entendu? Et pourquoi était-il si effrayé? Le Good Shepherd Senior Center était une installation modeste qui servait environ 200 clients âgés. Nous offrions des programmes de jour, des repas, des activités sociales et divers services de soutien. Le personnel était restreint, juste 15 personnes, moi incluse. La directrice était une femme nommée Patricia Holloway, qui dirigeait l'endroit depuis 12 ans. Les clients l'adoraient, le personnel la respectait. J'avais toujours pensé qu'elle était une bonne personne.
La nouvelle comptable que Samuel avait mentionnée était une jeune femme nommée Tiffany Reynolds. Elle avait été embauchée il y a environ 3 mois, peu après que l'ancienne comptable ait pris sa retraite. Elle avait 28 ans, jolie avec des cheveux roux vifs et un sourire facile. Tout le monde l'aimait bien. Elle était efficace, amicale et toujours prête à aider. Je n'avais jamais réfléchi à 2 fois à son sujet jusqu'à maintenant. Je me suis assise à mon bureau de réception, accueillant les clients et répondant au téléphone comme je le faisais chaque jour. Mais mon esprit était ailleurs. Je me suis surprise à observer Tiffany chaque fois qu'elle passait par le hall. Elle semblait normale, joyeuse, rien de suspect. De quoi Samuel parlait-il? Vers l'heure du déjeuner, Patricia est sortie de son bureau et s'est arrêtée à mon bureau. « Margaret, puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dernièrement avec les dons? Je veux dire, des plaintes de donateurs? Quelque chose qui semblait étrange? » Mon estomac s'est serré. « Non, je ne pense pas. » « Pourquoi? » Patricia a froncé les sourcils. « Ce n'est probablement rien. » Un de nos donateurs réguliers a appelé hier, a dit que son reçu fiscal ne correspondait pas à ce qu'elle pensait avoir donné. Je suis sûr que c'est juste une erreur d'écriture. Tiffany s'en occupe. Je vois. Faites-moi juste savoir si vous entendez quoi que ce soit. Elle a souri et est partie. Je suis resté très immobile, fixant mon écran d'ordinateur sans le voir. Une divergence de donne. Tiffany s'en occupait. L'avertissement de Samuel à propos de la comptable et des registres de dons. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mais que pouvais-je faire? Samuel m'avait dit de ne pas poser de questions, de ne pas regarder les registres, juste d'agir normalement et de partir. Le reste de la journée s'est traîné. Chaque fois que Tiffany passait devant mon bureau, je ressentais un frisson. Chaque fois que la porte du bureau de Patricia s'ouvrait, je me tendais. À 17 heures, mes nerfs étaient à vif. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte, mais la voix de Patricia m'a arrêté. « Margaret, avant que vous partiez, pouvez-vous venir dans mon bureau 1 minute? » Mon cœur a chuté. Bien sûr, je l'ai suivie dans le couloir, mon esprit s'emballant. Soupçonnait-elle quelque chose? Savait-elle que je savais, ou était-ce à propos de quelque chose d'entièrement différent? Patricia a fermé la porte derrière nous et a fait un geste vers une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assise. « Je voulais vous parler de quelque chose de confidentiel, » dit-elle, prenant place derrière son bureau. « Je suis dans ce centre depuis 12 ans et je n'ai jamais eu à traiter quoi que ce soit comme ça auparavant. Comme quoi? Fraude? » Le mot flottait dans l'air. Quelqu'un vole le centre. Je le soupçonne depuis quelques semaines maintenant, mais je n'avais pas de preuves. Maintenant j'en ai. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Les divergences dans les registres de dons, ce ne sont pas des erreurs d'écriture. Quelqu'un a systématiquement détourné de l'argent de nos dons. De petites sommes au début, quelques centaines, par-ci par-là, mais ça s'est accumulé. Il nous manque près de 40 000 $ au cours des 3 derniers mois. « Oh mon Dieu !» ai-je murmuré, et je le pensais vraiment. J'ai appelé un auditeur la semaine dernière. Il a confirmé mes soupçons. Patricia s'est penchée en avant. « Margaret, je vous dis cela parce que je vous fais confiance. Vous êtes ici depuis plus d'1 an. Vous êtes honnête et fiable. Mais j'ai besoin de vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. N'importe quoi. Avez-vous remarqué quelqu'un accédant au registre financier qui ne devrait pas? Quelqu'un posant des questions sur les dons? Quelqu'un se comportant étrangement? J'ai pensé à l'avertissement de Samuel. J'ai pensé à Tiffany. J'ai pensé à Patricia, elle-même assise ici dans son bureau, me parlant de fraude que quelqu'un d'autre aurait soi-disant commise.
Comment savais-je que Patricia n'était pas impliquée? Comment savais-je que ce n'était pas une sorte de piège? Je n'ai rien remarqué, ai-je dit prudemment. Mais je suis juste la réceptionniste. Je n'ai pas accès au système financier. Patricia a hoché la tête lentement. Je sais que vous n'y avez pas accès. C'est pourquoi je vous élimine. Elle a fait une pause. La police sera bientôt impliquée. Je voulais vous avertir. Il pourrait y avoir des entretiens, des questions. J'ai juste besoin de savoir que vous coopérerez pleinement. Bien sûr que je le ferai. Bien, elle s'est levée. Merci, Margaret. Vous pouvez y aller. J'ai quitté son bureau sur des jambes tremblantes. La police, des entretiens et l'avertissement de Samuel résonnant dans ma tête. N'allez pas chez vous ce soir. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à un hôtel économique à environ 1 mile de mon appartement et j'ai payé 49 $ pour une chambre. Je me suis dit que c'était ridicule. Je me suis dit que Samuel n'était qu'un vieil homme confus avec des théories folles. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose allait très, très mal. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le lit raide de l'hôtel, fixant le plafond, rejouant les événements de la journée, encore et encore, dans mon esprit. La révélation de Patricia sur la fraude, l'implication de Tiffany, ou son absence, la connaissance mystérieuse de Samuel. Comment savait-il? À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. J'ai presque décroché. « Allô, Madame Chen ?» Une voix de femme, professionnelle et sèche. C'est le sergent Rivera du département de police de Minneapolis. Je vous appelle au sujet de votre immeuble. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'il a? Il y a eu un incident, un incendie. L'immeuble a été évacué. Nous essayons de localiser tous les résidents. Êtes-vous chez vous en ce moment? Non, ai-je réussi à dire. Non, je reste ailleurs ce soir. C'est une chance. L'incendie a commencé à votre étage. Votre unité a subi des dommages importants. Madame, allez-vous bien? Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Madame, je vais bien, ai-je murmuré. Je vais bien. L'officier m'a donné plus d'informations, une adresse où me présenter, un numéro à appeler pour l'aide au logement d'urgence. J'ai tout noté mécaniquement, ma main tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le stylo. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord du lit pendant longtemps. Un incendie à mon étage. Si j'étais rentré chez moi, si j'avais été dans mon lit comme n'importe quelle nuit normale, Samuel avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su. Je n'ai pas dormi pour le reste de la nuit. À 7 heures du matin, j'ai pris un taxi jusqu'à la bibliothèque. Samuel était là à sa place habituelle, mais il s'est levé quand il m'a vu arriver. « Vous êtes vivante », dit-il, et sa voix s'est cassée d'émotion. « Dieu merci, Samuel. » J'ai saisi ses mains. « Comment saviez-vous l'incendie? Mon appartement. Comment saviez-vous? Venez vous asseoir. » Il m'a conduite au banc et nous nous sommes assis ensemble. Il a fouillé dans sa veste délavée et a sorti un petit carnet, du genre que les enfants utilisent à l'école. « J'ai surveillé votre immeuble pendant 3 semaines, dit-il doucement. Depuis que j'ai entendu par hasard quelque chose qui m'inquiétait. Entendu quoi? Où? Ici. Il a fait un geste vers le banc, la bibliothèque, la rue. Les gens parlent, Madame Margaret. Ils passent des coups de téléphone. Ils ont des conversations. Ils ne remarquent pas l'homme sans abri sur le banc. Ils ne pensent pas qu'il écoute. Il a ouvert le carnet. À l'intérieur, il y avait des pages d'écriture serrées, des dates et des heures et des observations. Il y a 3 semaines, 2 hommes se sont assis sur ce banc.
juste où nous sommes assis maintenant. Ils parlèrent d'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent transféré de quelque part à un autre endroit. De l'argent qui appartenait à des personnes âgées. Il m'a regardé. Ils ont mentionné le Good Shepherd Senior Center. Mon cœur battait la chamade. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit que l'opération se passait bien. Ils ont dit que la comptable faisait son travail. Ils ont dit que personne ne soupçonnait rien. Il a tourné une page. Puis l'un d'eux a mentionné un problème. Il a dit qu'il y avait une vieille femme au centre, une réceptionniste, qui devenait suspecte. Il a dit qu'elle avait posé des questions sur les registres de dons, mais je n'avais posé aucune question. Je ne savais rien. Je sais, mais quelqu'un pensait que vous saviez. Et quelqu'un a décidé que vous étiez un risque. La voix de Samuel était lourde. Hier soir, ces deux mêmes hommes étaient de retour. Ils parlèrent d'un incendie. Ils parlèrent de le faire passer pour un accident électrique. Ils ont mentionné votre nom, Madame Margaret. Ils ont mentionné votre numéro d'appartement. Je me suis senti malade. Qui sont-ils? Les avez-vous reconnus? L'un d'eux, je l'avais vu auparavant au centre pour seniors. Qui? Samuel a fouillé dans son carnet et a sorti une photographie, granuleuse et sombre, clairement prise avec un téléphone bon marché, mais je pouvais distinguer la silhouette assez bien. C'était Patricia Holloway. Et debout à côté d'elle se trouvait un homme que je ne reconnaissais pas. Grand et mince avec un visage anguleux. J'ai pris ceci il y a 2 jours. Samuel a dit. Je les ai suivis quand ils sont partis d'ici. Ils sont allés dans un café 3 pâtés de maison plus loin. Ils ont rencontré 2 autres personnes. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais j'ai eu ceci. Il m'a montré une autre photo. Patricia, l'homme grand, et 2 autres que je n'avais jamais vus. Je pense que c'est plus gros que juste la comptable, dit Samuel. Je pense que votre directrice dirige toute l'affaire. J'ai fixé les photos, mon esprit vacillant. Patricia, en qui j'avais eu confiance. Patricia, qui m'avait parlé de la fraude hier seulement, qui m'avait regardé dans les yeux et avait menti. Elle me piégeait. J'ai réalisé qu'elle m'avait parlé de la fraude hier. Elle a dit que la police serait impliquée. Elle a dit qu'il y aurait des entretiens. Elle allait me mettre ça sur le dos. Et quand la police aurait trouvé votre corps dans cet incendie, l'affaire aurait été close. Accident tragique. La voleuse est morte avant de pouvoir être traduite en justice. Personne n'aurait cherché plus loin. J'ai ressenti une vague de nausée. Je dois aller à la police. Oui. Samuel a pressé le carnet dans mes mains. Prenez ceci. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout est écrit. Les photos sont sur ce téléphone. Il m'a tendu un vieux téléphone à clapet. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une preuve. J'ai regardé cet homme sans abri à qui j'avais donné de la monnaie pendant 1 an. Cet homme qui avait passé 3 semaines à observer, écouter, rassembler des preuves. Cet homme qui avait sauvé ma vie. Samuel, pourquoi avez-vous fait tout cela? Il a souri. Ce même sourire doux que j'avais vu chaque matin pendant 12 mois. Parce que vous m'avez traité comme une personne, Madame Margaret, vous vous êtes arrêtée. Vous avez parlé. Vous m'avez regardé dans les yeux. Savez-vous à quel point c'est rare? Savez-vous ce que cela signifie pour quelqu'un comme moi? Des larmes coulaient sur mon visage. J'ai été enseignant pendant 35 ans, continua-t-il. J'enseignais l'histoire. J'enseignais aux élèves la justice, se lever pour ce qui est juste, utiliser ses connaissances pour aider les autres. Quand j'ai tout perdu, je pensais que ces jours étaient derrière moi. Mais alors je vous ai vu, et j'ai vu ces hommes, et j'ai réalisé que je pouvais encore faire quelque chose. Je pouvais encore être utile. Vous avez sauvé ma vie. Vous m'avez rendu la mienne.
Il a serré mes mains. Maintenant, allez à la police. Montrez-leur tout. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Les semaines suivantes ont été floues. Je suis allé à la police avec le carnet et les photos de Samuel. Ils étaient sceptiques au début, mais les preuves étaient solides. Ils ont fait venir des enquêteurs, des comptables, des agents fédéraux. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Patricia Holloway dirigeait un système de fraude depuis plus de 5 ans, pas seulement au Good Shepherd, mais dans 3 autres centres pour seniors à travers l'État. Elle avait volé plus de 2 millions de dollars de programmes destinés à aider les personnes âgées. L'homme grand sur la photo était son frère, un consultant financier qui l'avait aidé à blanchir l'argent. Tiffany, la comptable, était sa nièce, amenée pour aider à gérer l'opération. Ils avaient prévu de fermer l'opération du Good Shepherd et de disparaître. Mais ils avaient d'abord besoin d'un bouc émissaire. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer pour l'argent manquant. Cette personne, c'était moi. L'incendie dans mon appartement n'était pas un accident, c'était un incendie criminel. La police a trouvé des preuves d'un accélérateur, a retracé l'achat d'essence aux frères de Patricia. Ils les ont tous les 4 arrêtés en 1 semaine. J'ai témoigné au procès. J'ai tout raconté au jury. Samuel a témoigné aussi, portant un costume emprunté et parlant avec la dignité calme d'un homme qui avait passé sa vie dans des salles de classe. Patricia a eu 15 ans. Son frère a eu 12 ans. Tiffany a eu 5 ans. Le 4e conspirateur, un homme qui avait été embauché pour allumer l'incendie, a eu 20 ans. Justice a été rendue. Mais pour moi, la vraie histoire ne faisait que commencer. Après le procès, je suis parti à la recherche de Samuel. Il n'était pas à son banc. Il n'était pas au refuge. Personne ne l'avait vu depuis des jours. J'étais frénétique. Et si les gens de Patricia l'avaient retrouvé? Et si quelque chose lui était arrivé? 3 jours plus tard, je l'ai trouvé à l'hôpital. Il s'était effondré dans la rue, déshydraté et dénutri. Ses reins étaient en train de lâcher. Le médecin a dit qu'il vivait avec un diabète non traité depuis des années. Je me suis assise à son chevet, en tenant sa main, pleurant. « Ne pleurez pas, Madame Margaret, » dit-il, sa voix faible, mais toujours douce. « Ce n'est pas votre faute. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû vous aider plus tôt. Vous m'avez aidé chaque jour. Vous m'avez donné quelque chose à attendre avec impatience. C'était suffisant. Mais ce n'était pas suffisant. Pas pour moi. J'ai passé le mois suivant à me battre pour Samuel Washington. J'ai contacté les services sociaux, l'aide juridique, les autorités du logement. J'ai écrit des lettres aux journaux, aux politiciens, à quiconque voudrait écouter. J'ai raconté son histoire, l'histoire d'un enseignant à la retraite qui avait tout perdu sans que ce soit de sa faute. Les gens ont répondu. Des dons sont arrivés. Un avocat a pris son cas pro bono, se battant pour récupérer sa pension perdue. Une organisation de logement à but non lucratif lui a trouvé un appartement. Le district scolaire, où il avait enseigné pendant 35 ans, a créé un fonds en son nom. En juin, Samuel était sorti de l'hôpital et vivait dans un appartement propre et sûr qui lui appartenait. Je lui ai rendu visite le jour de son emménagement. Il s'est assis dans son nouveau salon, regardant autour de lui les meubles que nous avions assemblés, les livres que les gens avaient donnés, les photos de sa défunte femme que je l'avais aidé à accrocher au mur. « Madame Margaret, » dit-il, secouant la tête. « Vous n'aviez pas à faire tout cela? » « Si, je devais. » Je me suis assise à côté de lui. « Vous avez sauvé ma vie, Samuel. Pas seulement de l'incendie, mais de la solitude, du vide. Vous m'avez donné un ami quand j'en avais le plus besoin. C'est le moins que je puisse faire. »
Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Vous savez quoi? Je disais à mes élèves chaque année le premier jour de classe. Je leur disais que l'histoire n'est pas seulement à propos du passé, c'est à propos de choix. Les petits choix que nous faisons chaque jour, comment nous nous traitons les uns les autres, comment nous aidons ou ignorons, ces choix façonnent l'avenir. Ils créent des ondulations qui se propagent de manière que nous ne pouvons jamais prédire. Des ondulations, ai-je répété. C'est exact. Vous vous êtes arrêté à mon banc un matin et avez déposé 5 $ dans mon gobelet. C'était un petit choix, une minuscule ondulation. Mais regardez où cela a mené. Regardez tout ce qui est venu de ce seul petit acte de gentillesse. J'y ai réfléchi. Si je ne m'étais pas arrêté ce premier matin, si je n'avais pas continué à m'arrêter jour après jour, si Samuel avait pas senti que je valais la peine d'être protégé, s'il n'avait pas passé 3 semaines à rassembler des preuves qui ont sauvé ma vie. Tout cela, tout a commencé avec un billet de 5 $ et quelques mots gentils. Le monde peut être cruel, continua Samuel. Les gens peuvent être cruels, mais la gentillesse existe aussi. Et quand nous choisissons la gentillesse, même de petites manières, nous changeons le monde. Nous créons des ondulations qui peuvent devenir des vagues. J'ai 65 ans maintenant. Le procès était il y a plus d'1 an. Ma fille a eu son bébé, une belle fille nommée Éléonore. Mon fils est venu me rendre visite pour Noël avec toute sa famille. La vie continue. Je travaille toujours dans un centre pour seniors, un différent maintenant. Et je m'assure de surveiller les signes de fraude. Je prends toujours le bus et marche les derniers arrêts. Et chaque matin, je m'arrête dans un certain immeuble et je prends un café avec mon ami Samuel. Il est en meilleure santé maintenant. Son diabète est sous contrôle. Sa pension a été partiellement récupérée. Il fait du bénévolat à la bibliothèque, aidant les enfants avec leurs devoirs, leur enseignant l'histoire, la justice, le pouvoir des petits choix. Parfois, les gens me demandent ce que j'ai appris de tout ce qui s'est passé. Ils s'attendent à ce que je parle de crimes et de corruption, des dangers qui peuvent se cacher dans des endroits ordinaires, de comment on ne sait jamais vraiment à qui faire confiance. Mais ce n'est pas ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est ceci. La gentillesse compte. Chaque acte, peu importe sa taille, chaque fois que vous vous arrêtez au lieu de passer à côté, chaque fois que vous regardez quelqu'un dans les yeux, chaque fois que vous traitez une autre personne avec dignité et respect, vous ne savez jamais qui regarde. Vous ne savez jamais quelles ondulations vous créez. Vous ne savez jamais la vie de qui vous pourriez sauver ou la vie de qui pourrait sauver la vôtre. Samuel Washington était un homme sans abri sur un banc. J'étais une veuve solitaire avec de la monnaie de poche à donner. Ensemble, nous avons démantelé une organisation criminelle, envoyé 4 personnes en prison, récupéré des millions de dollars volés et construit une amitié qui durera le reste de nos vies. Tout parce que je me suis arrêté un matin et ai déposé 5 $ dans un gobelet en papier. Alors, voilà mon conseil pour vous. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez gentil. Arrêtez-vous pour la personne que tout le monde dépasse. Prenez un moment pour voir l'humanité et les gens qui ont été rendus invisibles par leurs circonstances. Vous ne savez jamais, ce petit acte de gentillesse pourrait revenir pour sauver votre vie. Cela a sauvé la mienne. Bienvenue à Histoire de sagacité. Je partage de nouvelles histoires de vie ici chaque jour et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et aimiez ma vidéo. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous tous, ces gens merveilleux, vous connectez. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires vont apparaître sur l'écran pour que vous puissiez choisir quoi regarder ensuite.